Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le mardi 9 novembre 2021. C'était le jour du 51e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle et c'est le jour qu'a choisi Emmanuel Macron, Dieu seul sait pourquoi, pour nous infliger une intervention interminable. Il aurait pu le faire hier, le 8 novembre, demain, le 10 novembre. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait le 9 ? Peut-être pour essayer de gommer les hommages à Charles de Gaulle qui, plus le temps passe, apparaît comme décidément le grand homme de la République française du XXe siècle et dont l'ombre portée sur le XXIe rend tout petit ses lointains successeurs. Alors bref, Macron a parlé ce soir. Et l'intervention de Macron a une fois encore revêtu les traits caractéristiques de ses précédentes interventions, à savoir une durée interminable, un exercice d'auto-justification, d'auto-satisfaction, d'auto-commémoration. On a l'impression qu'il s'encense comme à l'église, mais lui-même. Un exercice dépourvu de tout remords, de toute excuse face au désastre que sa politique anti-Covid a provoqué. Une espèce d'absurdistan avec les masques pour les enfants et la promotion de la vaccination des enfants. Comme d'habitude aussi, une succession de contre-vérités, pour pas dire des mensonges éhontés. Par exemple, quand Macron nous a expliqué que toutes ces décisions ont toujours été fondées sur des constats scientifiques. C'est faux. Mensonge sur l'Europe, où il explique qu'il est évident que nos intérêts se rencontrent et s'accordent. C'est le contraire même de la vérité. Son utilisation abusive aussi du « nous », alors que toutes ces décisions ont été personnelles à un point comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Des décisions systématiquement personnelles, systématiquement sans concertation, sans transparence. Et l'utilisation de ce « nous » est en fait comme s'il voulait diluer sa responsabilité écrasante dans la succession d'échecs et de mensonges qui jalonnent sa gestion de la crise de la Covid-19. Alors certains vont dire « je suis trop sévère ». Non. Il suffit de constater que la France a réussi ce tour de force d'être à la fois l'un des États qui a le plus massacré son économie, malmené ses finances publiques en nous laissant un monceau de dettes colossales, et qui en même temps se situe parmi les États déplorant les plus forts taux de décès par million d'habitants attribués à la Covid-19. Comme à l'accoutumée, Macron nous a présenté l'Union européenne comme une panacée universelle, comme une puissance extraordinaire, une puissance qui aurait fabriqué le plus de vaccins, alors que tout le monde a l'idée que la gestion européenne a été au contraire calamiteuse. Les pays européens, à quelques exceptions près, les exceptions étant d'ailleurs dans le nord de l'Europe des pays qui ont refusé de suivre les politiques macroniennes, l'ensemble des pays européens ont été parmi les plus touchés. L'Union européenne ayant par ailleurs été marquée par des scandales plus importants les uns que les autres. Je pense au Remdesivir, je pense à l'administration du Rivotril dans les EHPAD, je pense à l'absence de toute prudence sur les vaccins AstraZeneca et Moderna par l'Agence européenne, je pense à l'interdiction sans aucune justification des vaccins russes Sputnik V, du vaccin chinois Sinopharm, alors même que ce vaccin est fait selon une recette de grand-mère de vaccins de virus désactivés qui intéresserait des Français. Je pense aussi à l'interdiction des traitements à base d'ivermectine. Je pense au scandale des clauses contractuelles et qui ont été, vous l'avez vu peut-être, cette vision assez extraordinaire d'un député européen roumain qui a enfin obtenu un modèle de contrat que lui a transmis la Commission européenne, mais qui avait été caviardé, c'est-à-dire noirci, où 90% du texte avait été noirci pour que le député ne puisse pas prendre connaissance des contraintes contractuelles. Je pense aussi au coût du vaccin Pfizer. Je pense aussi au sort qui a été réservé
à tout le personnel médical et le personnel soignant qui a été traité d'une façon indigne en France. Rappelez-vous quand il fallait les féliciter en les applaudissant voici un an parce qu'ils n'avaient aucune protection, ils étaient obligés de se draper dans des sacs poubelles en plastique. Et maintenant, les mêmes sont voués aux gémonies lorsqu'ils refusent de se faire vacciner. Moi, je retire de cette intervention, et de la suite d'ailleurs, où il y a tout un satisfecit sur la tenue extraordinaire de l'économie française, le très faible nombre de chômeurs. Enfin, j'ai l'impression que Macron vit dans un monde parallèle, un monde déconnecté du réel. Il n'a pas dit un mot sur l'interdiction de Moderna dans certains pays, notamment pour cause de myocardite chez les jeunes. Il n'a pas dit un mot sur les effets secondaires du vaccin Pfizer. Il n'a pas dit un mot sur le Pfizergate. Il n'a pas dit un mot sur les promesses non tenues d'efficacité des vaccins. Autant d'éléments qui auraient dû inciter à la prudence. Mais non, Macron, au contraire, impose une troisième dose aux plus de 65 ans si ces derniers veulent garder leur passe sanitaire. On peut se demander d'ailleurs ce qui arrive aux personnes comme moi. Moi, je n'ai pas 65 ans, je n'ai pas encore 65 ans, mais j'ai eu la Covid-19, j'y ai survécu. Je ne me suis pas fait vacciner, j'ai un pass sanitaire qui est valable jusqu'à la mi-février prochain. Que va-t-il se passer pour moi ou pour les centaines de milliers de Français qui sont dans ma situation, qui ont donc développé une immunité naturelle dont tout indique qu'elle est de très très loin supérieure à l'immunité vaccinale? Qu'est-ce qui va leur arriver? Soit une première dose, qualifiée de troisième dose, je ne sais pas. Sinon, c'est la mort sociale. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Macron a eu plusieurs jours pour tourner et retourner dans sa bouche ce qu'il allait dire, et sur cette question très précise, on ne sait pas ce qu'il en est. Macron a remercié les soignants, mais il les a remerciés en même temps qu'il les affaiblissait. Je rappelle qu'il a quand même fait fermer 5700 lits d'hôpitaux en 2020, ce qui est quand même un scandale absolu. Je rappelle qu'il a provoqué des démissions massives à cause de l'obligation vaccinale qui place désormais certains hôpitaux dans une situation critique parce qu'il manque jusqu'à 6, voire 7, 8 ou 10% du personnel hospitalier. Macron a évoqué l'apparition de traitements qui seraient réellement efficaces contre les formes graves de la Covid-19 d'ici à la fin de l'année. Il a pris des airs de complotiste, mais il n'a pas dit un mot sur l'ivermectine. Ce dont on est certain déjà, c'est que si traitement Macron nous recommande, ce sera des traitements fabriqués par un grand laboratoire pharmaceutique anglo-américain, au hasard dont le nom commencerait par un P et se terminerait par un R, et que ces traitements auront la particularité d'être avalisés tout de suite alors qu'on n'a aucun recul dessus, et on dira que ce sont des traitements miraculeux, mais ils auront surtout pour particularité que chaque pilule nous coûtera une fortune, du style, je sais pas, 1500 € la pilule, alors que je rappelle qu'une boîte d'ivermectine coûte 7 € la boîte. Au total, cette intervention de Macron a été indécente. C'est un discours indécent où Macron a dressé ce qu'il croit être le bilan flatteur de son action économique. Il a listé toute une ribambelle de mesures qu'il a prises dans différents domaines ces dernières années, dans une énumération fourre-tout et des mesures, y compris dans les dernières semaines. Macron est même allé jusqu'à nous expliquer que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté. C'est vraiment se moquer du monde. On a affaire à une propagande obscène, une propagande sans vergogne, une propagande qui se sert de la Covid comme d'un marchepied pour faire sa communication avec les moyens publics. Il a répété autant que possible que ce qu'il a fait est inédit, sans précédent. On a l'impression que depuis Charles Martel ou depuis Pépin le Bref, on n'attendait que lui. Il ne peut pas s'empêcher non plus de faire la morale, en même temps sur les Français qui se relâcheraient. Ces derniers observent tout simplement que les pays qui n'ont rien fait en matière de Covid-19 se portent aussi bien, voire mieux que nous. Sans le dire,
Macron a ouvert la perspective d'un maintien dans le temps du pass sanitaire en expliquant qu'il fallait vivre avec le virus jusqu'à ce que la population mondiale soit immunisée. Il a osé parler du programme de relance européen qui est une énorme arnaque où il a endetté nos enfants, nos petits-enfants pour 100 milliards d'euros pour qu'on puisse disposer aujourd'hui d'une quarantaine de milliards d'euros de relance et qu'en contrepartie, nous soyons obligés d'appliquer les injonctions de Bruxelles. Injonctions qui sont à l'opposé de ce qu'il a promis ce soir. D'ailleurs, parmi ces injonctions, il y a notamment la réforme des retraites qu'il a fait semblant de remettre à plus tard ce soir, mais qui devra avoir lieu en 2022, sauf si on se libère de l'Union européenne et des grandes orientations des politiques économiques. Le seul qui le propose jusqu'à présent, c'est moi. Car je rappelle que la réforme des retraites est une demande de la Commission européenne, prétendument pour faire 5 milliards d'euros d'économies. On notera aussi la relance du nucléaire qu'il nous a promise, alors que je rappelle qu'en août 2019, c'est-à-dire il n'y a jamais que 2 ans, le gouvernement avait abandonné le développement des centrales de 4e génération. N'importe quoi. La gestion de Macron, c'est n'importe quoi. Il n'a pas dit un mot non plus, bien sûr, sur les grands sujets d'actualité du moment. Je pense en particulier l'approvisionnement de gaz que nous fait la Russie, qui dément d'ailleurs tous les procès d'intention qui ont été faits par les européistes, au premier rang desquels ce gamin de Clément Beaune qui expliquait, voici encore quelques mois, qu'il fallait absolument arrêter la construction de Nord Stream 2. Maintenant, tout le monde est obligé de constater que Poutine livre le gaz russe sans contrepartie, enfin, sauf qu'il le vend, bien sûr, il ne le donne pas gratuitement, mais sans aucun chantage géopolitique comme on l'en avait accusé. Macron n'a pas dit un mot de l'affaire des sous-marins australiens. Macron n'a pas dit un mot du torchon qui brûle, de sa faute à lui, avec l'Algérie, puisqu'il a cru nécessaire de faire des déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations excessivement inutiles et maladroites, qui fait que le gouvernement d'Alger a dit que maintenant, il n'y aurait plus l'usage de la langue française dans les administrations et dans l'enseignement. Le résultat, c'est que dès ce soir, Macron essaye de faire du rétropédalage. C'est minable. Macron n'a pas dit un mot sur les questions qui deviennent très préoccupantes avec la Chine et sur l'alignement de la France et des pays d'Europe, sur la géopolitique américaine autour de la République populaire de Chine, sur lesquels il faut porter un œil très vigilant parce qu'il y a un risque de dérapage et peut-être de conflit planétaire. Macron n'a pas dit un mot sur les menaces à la frontière polonaise avec les nombreux migrants venant de Biélorussie qui sont en train d'essayer de franchir la frontière polonaise. Macron n'a pas dit un mot sur le grand débat qui agite à la fois la Pologne, l'Europe et la scène politique française, qui est celui de la prédominance ou non du droit national sur le droit européen, dont j'ai expliqué que c'était par ailleurs une fausse fenêtre, une fausse solution. Macron aurait pu être plus précis, plus disert sur les questions de dérèglement climatique et sur le bilan pour le moins modeste de la COP 26. Bon, j'arrête là. En fait, Macron s'est payé à nos frais un spot publicitaire en prime time de 20 et quelques minutes, 25 minutes, pour vanter sa candidature à l'élection présidentielle, tout en faisant croire qu'il n'était pas encore officiellement candidat. Est-ce que le CSA va décompter du temps de parole de Macron cette intervention, même s'il le faisait comme de toute façon Macron peut dépasser comme il le veut le temps de parole normal? Voilà où en est réduit la France. C'est une démocratie moribonde, en fait, avec un président de la République tyrannique qui décide de tout seul et qui s'octroie des plages horaires pour faire sa propagande, sans aucun journaliste pour lui apporter la contradiction, sans aucun débatteur politique pour lui dire qu'il se moque du monde sur tous les sujets qu'il aborde. En conclusion,
l'année 2022 sera décisive pour les 5 prochaines années, mais pas seulement les 5 prochaines années. Décisive pour l'avenir même de la France. Ne laissez pas le narratif médiatique se réaliser. Mobilisons-nous tous pour la France, pour notre indépendance, pour notre liberté, pour notre avenir. Ne faites pas confiance aux grands médias pour assurer la juste répartition des temps de parole. Vous avez vu ce scandale sans nom que représente le fait que depuis des mois et des mois et des mois, j'ai 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur tous les grands médias du pays. Dans ces conditions, il faut que vous fassiez savoir à tout votre entourage, familial, amical, professionnel, de voisinage, comme dans un pays sous occupation, dites à tous ceux que vous connaissez d'aller vous renseigner sur le programme, les analyses de l'UPR, qu'ils aillent se renseigner sur mon programme pour la présidentielle sur le site asselineau2022.fr. Mon programme est en téléchargement. Il faut que les Français comprennent que s'ils veulent vraiment changer les choses, ils doivent absolument changer leur source d'information et de réflexion. Nous devons nous fixer comme objectif collectif de développer le plus rapidement possible le nombre d'abonnés à UPR TV, le nombre d'abonnés à notre compte Twitter, ainsi que le nombre d'abonnés à nos pages Facebook et aussi la fréquentation du site asselineau2022.fr. Je terminerai en vous lançant de nouveau un appel solennel pour nous aider à financer nos campagnes en ne dépendant que de vous et d'aucun établissement financier susceptible de polluer, si peu que ce soit, la rectitude de nos analyses et la précision de nos propositions. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.